Secret d'étoudie, l'énigme Oswald Babok. Un faux décret. Un nom qui revient encore et encore. Et un homme dont on ne sait toujours pas, à ce jour, s'il est la cible d'un complot ou l'un de ses artisans. Une affaire secoue les coulisses du pouvoir camerounais depuis plusieurs semaines, et elle porte un nom, Oswald Babok. Directeur adjoint du cabinet civil de la présidence, proche de la première dame, cet homme se retrouve aujourd'hui au centre d'un dossier si sensible que même les services de renseignement semblent hésiter entre deux lectures diamétralement opposées. Victime ou bénéficiaire? La question reste entière. Restez avec nous, ce dossier est loin d'être simple. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Reprenons les faits, dans l'ordre, et uniquement ceux qui sont établis. Le 12 juin 2026, un individu se présente au siège de la CRTV, la télévision nationale camerounaise, porteur d'un document présenté comme un décret présidentiel. Ce texte annoncerait la nomination d'un vice-président de la République, ainsi que la formation d'un nouveau gouvernement. Le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, alerte aussitôt Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil, qui confirme « il s'agit d'un faux ». L'homme qui aurait physiquement déposé ce document, identifié par plusieurs médias sous le nom de Johan Sitchom, se trouverait depuis lors détenu au secrétariat d'État à la Défense. Précisons le contexte institutionnel qui rend cette affaire si sensible. Le 4 avril 2026, une révision constitutionnelle a créé un nouveau poste de vice-président de la République, appelé, selon le texte, à assurer la continuité du pouvoir en cas de vacance. Cette réforme aurait, selon plusieurs analystes, ouvert une compétition feutrée entre différents cercles proches du palais d'Etoudi pour occuper ce fauteuil stratégique, une compétition dont l'intensité serait renforcée par l'absence prolongée du président Paul Biya, qui séjourne en Suisse depuis le 7 juin 2026 pour ce qui était présenté comme un court séjour privé. Mais ce n'est pas tout. Selon plusieurs sources de presse convergentes, dont Jeune Afrique, le nom qui figurait sur le décret original n'aurait pas été celui de Johan Sitchom, l'homme interpellé, mais bien celui d'Oswald Babok lui-même. Un second document, portant sur la formation d'un nouveau gouvernement, aurait également circulé, évoquant selon certaines sources des mouvements au sein de plusieurs ministères clés. Précisons que ces éléments proviennent de recoupements journalistiques et non d'une communication officielle confirmée par la présidence ou par le tribunal criminel spécial. Conséquence directe de ces révélations, Oswald Babok est entendu à plusieurs reprises durant l'été, d'abord par le tribunal criminel spécial fin juin, puis par la direction de la sécurité présidentielle le 7 juillet 2026. Deux dossiers distincts semblent avoir été évoqués lors de ces auditions. D'une part, une possible implication dans l'affaire du faux décret. D'autre part, des interrogations autour d'une filière aurifère camerounaise avec des ramifications qui mèneraient, selon certaines sources, jusqu'à Dubaï. Aucune mise en examen, aucun mandat, aucun communiqué officiel du tribunal criminel spécial n'a cependant été rendu public à ce jour concernant ces deux dossiers. Voilà pour les faits établis. Tout le reste, le rôle exact d'Oswald Babok, son degré d'implication réel, l'identité des commanditaires du faux décret, relève, à ce stade, de l'enquête en cours et de l'interprétation. Et c'est précisément là que le débat devient explosif. Partie 2. Le conflit, les tensions. D'un côté, il y a l'entourage d'Oswald Babok. Par la voix de ses proches, il se dit lui-même victime d'un complot politique visant à le compromettre. Son épouse, Crescence Babok, se serait exprimée publiquement pour défendre cette version. Selon cette lecture, le fait que son nom figure sur un faux décret ne prouverait rien d'autre que sa désignation comme cible par des adversaires cherchant précisément à l'écarter de la course à la vice-présidence, en le mêlant à une affaire qui ternirait durablement son image. Certains soutiens vont plus loin sur les réseaux sociaux, évoquant un véritable piège d'État, orchestré selon eux par des rivaux inquiets de l'ascension d'un homme réputé proche de la première dame. De l'autre côté, un faisceau d'éléments plus embarrassants circule, rapporté notamment par Jeune Afrique. Selon cette enquête, la Direction générale de la recherche extérieure affirmerait détenir une information selon laquelle la mère de Johan Sitchom, l'homme interpellé, se serait rendue au domicile même d'Oswald Babok. Une information qui, si elle venait à être confirmée, contredirait frontalement les déclarations de l'entourage de ce dernier, qui réfute pourtant tout lien avec Sitchom ou sa famille. Précisons que cette allégation, à ce jour, n'a fait l'objet d'aucune confirmation officielle indépendante et qu'elle reste, en l'état, une information rapportée par la presse. Mais ce n'est pas tout. Il y a un troisième acteur dans ce conflit, plus discret mais tout aussi déterminant. Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence, qui coordonnerait directement les investigations sur cette affaire. Selon certains observateurs proches du dossier, une rivalité de longue date opposerait les deux hommes, chacun représentant un camp différent dans la compétition pour l'influence au sommet de l'État. Pour les soutiens de Babok, c'est précisément cette rivalité qui expliquerait, selon eux, l'acharnement médiatique dont il ferait l'objet. Pour d'autres observateurs, il s'agirait au contraire d'une enquête légitime,
menée dans le cadre normal des procédures judiciaires, sans lien avec des considérations de rivalité personnelle. Une question demeure, suspendue au-dessus de ce conflit. Pourquoi, plusieurs semaines après le début de cette affaire, aucune conclusion officielle n'a-t-elle encore été communiquée? Le silence institutionnel, ici encore, alimente autant les interrogations que les versions contradictoires elles-mêmes. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Prenons maintenant un peu de recul, parce que cette affaire dépasse largement la simple histoire d'un document administratif présenté comme faux. Au Cameroun, parfois, un papier peut être faux, mais les questions qu'il soulève sont, elles, très sérieuses. Et derrière ce document, ce sont surtout les rapports de force, les réseaux d'influence et les ambitions autour du pouvoir qui attirent l'attention. Premier élément, la question du patrimoine attribué à Oswald Babok. Depuis plusieurs mois, certains médias et observateurs camerounais évoquent un patrimoine qui serait particulièrement important. Certaines estimations relayées dans la presse parlent de plusieurs milliards de francs CFA. Diverses activités lui sont également attribuées dans les médias. Immobilier, restauration, savonnerie, huile raffinée ou encore activités liées au secteur aurifère. Mais ici, il faut garder la tête froide. Une estimation publiée dans un média n'est pas une décision de justice. Et aucune juridiction n'aurait, à ce stade, officiellement établi que ce patrimoine serait issu d'une infraction. Donc, attention à ne pas transformer une rumeur en condamnation. Parce qu'au Cameroun, le tribunal populaire de WhatsApp est souvent plus rapide que la justice officielle. Quelqu'un publie une photo à 10 heures, à midi il est déjà condamné, et à 14 heures, on lui a même trouvé une cellule imaginaire quelque part à Kondangui. Mais au-delà de la polémique, une vraie question demeure. Quelle est l'origine exacte des patrimoines importants détenus par certains responsables publics? C'est une question légitime dans n'importe quel État. Lorsqu'un responsable exerce des fonctions importantes, les citoyens peuvent naturellement vouloir comprendre comment fonctionne son patrimoine, quelles sont ses activités déclarées et quelles sont les règles qui encadrent ses intérêts privés. Et c'est précisément là que le dossier devient intéressant. Il ne s'agit pas nécessairement de dire qu'il y a eu infraction, mais de demander si toute la lumière est faite. Deuxième élément, le mystérieux silence institutionnel. Voilà un autre aspect qui intrigue. Lorsque des accusations graves circulent publiquement, on pourrait imaginer qu'une institution concernée intervienne pour confirmer, démentir ou préciser les choses. Mais lorsqu'il n'y a pas de communication claire, le vide est rapidement rempli par les réseaux sociaux. Et au Cameroun, vous connaissez le principe. Si l'État ne parle pas, Facebook parle. Si Facebook ne suffit pas, WhatsApp prend le relais. Et si WhatsApp manque d'informations, quelqu'un invente la partie 3. C'est ainsi que les rumeurs peuvent prendre une ampleur considérable. Selon les informations disponibles publiquement, aucune communication officielle claire n'aurait établi, à ce stade, tous les éléments que certains internautes présentent pourtant comme des certitudes. Pas de condamnation rendue publique. Pas de preuves judiciaires définitives établissant les accusations les plus lourdes qui circulent. Et surtout, il faut distinguer une éventuelle audition, une enquête, une convocation ou une vérification administrative d'une condamnation. Parce qu'en matière judiciaire, être cité dans une affaire ne signifie pas automatiquement être coupable. Cette nuance est fondamentale. Mais elle n'empêche pas une autre question. Pourquoi un tel silence laisse-t-il autant de place aux spéculations? Et c'est là que le dossier devient politique. Troisième élément, la bataille invisible autour de la succession présidentielle. Depuis la création du poste de vice-président, les regards se sont naturellement tournés vers les personnalités susceptibles d'occuper cette fonction stratégique. Plusieurs noms ont circulé dans les médias et les discussions politiques. Et là, mes chers amis, nous entrons dans une spécialité bien camerounaise. La politique du « on sait, mais on ne dit pas ». Quelqu'un aurait entendu quelque chose. Un autre aurait vu quelqu'un entrer dans un bureau. Un troisième aurait reçu un message. Et finalement, tout le monde possède une information. Mais personne ne possède le décret. Dans ce climat, chaque mouvement peut devenir un signal politique. Une nomination? Signal. Une absence? Signal. Une poignée de main? Signal. Une photo publiée 3 jours plus tard? Signal. Et même lorsqu'un responsable regarde simplement son téléphone pendant une cérémonie, certains vont déjà chercher à savoir s'il vient de recevoir le message qui va changer le destin du Cameroun. C'est dans cette atmosphère qu'apparaît l'hypothèse autour du fameux document. Et si ce document présenté comme faux n'avait pas été fabriqué pour installer quelqu'un, mais au contraire pour le discréditer ou le fragiliser? Attention, cette hypothèse ne constitue pas un fait établi. Elle mérite simplement d'être évoquée parce qu'elle permet de comprendre les enjeux possibles autour du document. Imaginez le scénario. Un nom apparaît dans un prétendu décret. Pendant quelques heures ou quelques jours, le débat national se concentre sur cette personne. Son nom devient associé à une nomination qui n'aurait finalement pas été confirmée officiellement.
Et au lieu de bénéficier de cette exposition, elle pourrait se retrouver obligée de se défendre. Autrement dit, dans une bataille politique, un faux cadeau peut parfois être le cadeau le plus empoisonné. On ne vous donne pas le poste. On vous donne seulement le titre. On vous laisse croire que vous avez gagné. Puis on vous regarde expliquer pourquoi vous n'avez jamais reçu le poste. Et pendant que vous vous expliquez, vos adversaires politiques, eux, prennent tranquillement du pop-corn. C'est évidemment une lecture possible, pas une conclusion. Mais elle permet de comprendre pourquoi certains observateurs considèrent cette affaire comme potentiellement plus large qu'une simple falsification administrative. Et puis arrive un autre élément qui mérite attention. La cérémonie de remise de décoration organisée au palais d'Etoudi au début du mois d'août. Dans les images et comptes rendus de cette cérémonie, Ferdinand Ngo et Oswald Babok apparaissent dans le même environnement institutionnel, avec une attitude présentée comme cordiale. Et immédiatement, les interprétations commencent. Certains peuvent y voir le signe d'un apaisement. D'autres peuvent y voir simplement le respect du protocole républicain. Et certains, évidemment, vont déjà chercher le langage secret derrière la poignée de main. Parce qu'au Cameroun, une poignée de main entre deux personnalités politiques peut rapidement devenir une thèse de doctorat. Regardez la position des mains. Regardez le sourire. Regardez qui regarde qui. Bientôt, on va analyser la direction des chaussures pour déterminer qui contrôle le pouvoir. Mais soyons sérieux, une cérémonie officielle ne permet pas, à elle seule, de conclure à une réconciliation politique. Deux responsables peuvent parfaitement apparaître ensemble dans une cérémonie officielle, sans que cela signifie que toutes leurs divergences éventuelles ont disparu. De la même manière, une absence de sourire ne prouve pas une guerre politique. Il faut donc éviter de transformer chaque image en preuve. Mais cette cérémonie possède tout de même une portée symbolique. Dans un contexte où les spéculations sur les rapports de force au sommet sont nombreuses, afficher une certaine cohésion institutionnelle peut avoir son importance. Et c'est peut-être ici que toute l'affaire devient particulièrement intéressante. Parce qu'on retrouve plusieurs éléments qui semblent, à première vue, complètement séparés. Un document contesté. Des interrogations sur un patrimoine. Des rumeurs judiciaires. Des ambitions autour de la vice-présidence. Des rivalités supposées au sommet. Et finalement, une cérémonie où certaines personnalités apparaissent ensemble publiquement. Pris séparément, chaque élément peut sembler banal. Mais lorsqu'on les place les uns à côté des autres, ils dessinent un paysage politique beaucoup plus complexe. Et c'est précisément là qu'il faut être prudent. Parce qu'en politique, la coïncidence n'est pas automatiquement une connexion. Deux événements peuvent se produire au même moment sans avoir nécessairement été organisés ensemble. Mais à l'inverse, l'absence de preuves publiques ne signifie pas non plus que toutes les hypothèses sont impossibles. Voilà pourquoi le rôle d'une analyse sérieuse n'est pas de dire « voilà la vérité cachée ». Le rôle est plutôt de demander « qu'est-ce qui est confirmé ? Qu'est-ce qui est seulement rapporté ? Qu'est-ce qui reste hypothétique ? Et surtout, à qui profite cette confusion ? Et cette dernière question est probablement l'une des plus importantes. Parce que dans une bataille politique, le contrôle de l'image peut être presque aussi important que le contrôle du pouvoir. Si une personnalité est présentée comme proche du sommet, cela peut renforcer son influence. Si elle est présentée comme fragilisée, cela peut réduire sa capacité de négociation. Si elle est associée à une polémique judiciaire non établie, cela peut immédiatement modifier la perception du public. Et si un document prétend annoncer sa promotion avant même qu'une institution ne le confirme, cela peut créer un véritable chaos politique. Au fond, cette affaire nous rappelle une réalité très camerounaise. Dans les couloirs du pouvoir, tout le monde semble connaître le prochain chapitre, mais personne ne possède encore le livre complet. Et pendant que les réseaux sociaux écrivent leurs propres scénarios, les institutions officielles, elles, restent souvent beaucoup plus silencieuses. Alors, qui dit vrai ? Qui a intérêt à faire circuler certaines informations ? Qui pourrait bénéficier d'une confusion autour d'une éventuelle nomination ? Et surtout, le fameux document était-il simplement une falsification administrative ou pourrait-il s'inscrire dans une bataille politique plus large ? Pour le moment, aucune conclusion définitive ne permet de trancher toutes ces questions. Mais une chose est certaine, derrière l'encre d'un prétendu décret, il peut parfois se cacher beaucoup plus qu'un simple morceau de papier. Et au Cameroun, quand le papier commence à parler, les couloirs du pouvoir, eux, deviennent soudainement très silencieux. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Alors maintenant, prenons un peu d'auteur. Parce qu'après avoir regardé les faits, les zones d'ombre, les hypothèses et les différentes lectures de cette affaire, il reste une question fondamentale. Que dit cette histoire de notre manière de gérer les dossiers sensibles au sommet de l'État ? Et là, mes chers amis, bienvenue dans une discipline politique que le Cameroun semble avoir perfectionnée au fil des années. L'art de laisser le doute mijoter à feu doux. Ici,
on ne confirme pas vraiment. On ne dément pas complètement. On ne ferme pas la porte. Mais on ne l'ouvre pas non plus. On laisse simplement la poignée entre les mains du public. Et pendant que les citoyens attendent une explication officielle, les réseaux sociaux, eux, ont déjà organisé 3 procès, 4 contre-procès et probablement nommé le prochain procureur. C'est tout le paradoxe de cette affaire. Un document présenté comme un faux décret présidentiel circule. Le nom d'une personnalité connue apparaît dessus. L'affaire prend de l'ampleur. Des médias en parlent. Des auditions sont évoquées. Plusieurs services seraient intéressés par le dossier. Et pourtant, du côté institutionnel, le silence reste remarquablement discipliné. Pas de grand éclairage. Pas de conférence de presse spectaculaire. Pas de tableau PowerPoint intitulé « Voici exactement ce qui s'est passé ». Non. On laisse le temps faire son travail. Et le temps, au Cameroun, est un excellent communicateur. Il ne répond jamais aux questions. La politique du « on va voir ». Cette situation rappelle une vieille formule politique que les Camerounais connaissent très bien. On verra au moment venu. Le problème, c'est que le moment venu a parfois une curieuse tendance à prendre son temps. Le citoyen demande « Est-ce vrai ?» Réponse « L'affaire suit son cours ». Il demande « Y a-t-il une enquête ?» Réponse « Les services compétents travaillent ». Il demande « La personne est-elle mise en cause ?» Réponse « Nous ne commentons pas une procédure en cours ». Et finalement, le citoyen reste exactement là où il avait commencé, devant son téléphone, avec 47 captures d'écran et 0 réponse définitive. Et pendant ce temps, les réseaux sociaux remplissent le vide. C'est presque devenu une règle mathématique. Silence officiel plus rumeurs plus réseaux sociaux égale explosion des spéculations. Parce que lorsque les institutions ne donnent pas suffisamment d'informations vérifiables, chacun apporte sa propre version. Le partisan dit « c'est un complot ». L'adversaire répond « non, c'est la preuve que quelque chose ne va pas ». Le journaliste dit « selon nos sources ». L'internaute répond « moi, j'ai un cousin qui travaille dans le bâtiment à côté du ministère, donc je sais ». Et voilà comment une affaire administrative devient rapidement une série télévisée nationale. Facebook, le nouveau palais de justice. Il y a également quelque chose de particulièrement intéressant dans cette affaire, la manière dont le débat judiciaire se déplace vers Internet. Aujourd'hui, avant même qu'un tribunal ne rende une décision, Facebook peut déjà rendre son verdict. Et le tribunal Facebook fonctionne avec des règles très simples. Pas besoin de magistrat. Pas besoin de dossier complet. Pas besoin de contradictoire. Il suffit d'une photo, d'un titre bien rouge et de quelques points d'exclamation. Alerte. Scandale. Dossier explosif. La vérité éclate enfin. Et en dessous, 4000 commentaires. Le verdict est prêt. La sentence est prononcée. Et parfois même, l'appel est déjà rejeté. Mais soyons sérieux. Cette mécanique est dangereuse, parce qu'elle peut fonctionner dans les deux sens. Une personne peut être présentée comme coupable alors qu'aucune condamnation n'existe. Mais elle peut également être présentée comme victime d'un complot alors qu'aucune enquête publique n'a encore établi cette version. La présomption d'innocence ne doit pas être remplacée par une présomption de culpabilité. Mais elle ne doit pas non plus être remplacée par une présomption automatique de complot. La vérité, elle, a besoin de quelque chose de beaucoup moins spectaculaire, des preuves. Et malheureusement,